Ce podcast est une diffusion du Cannes Football Club, l'alternative foot. Allez au cannesfootballclub.com. Bienvenue à la source numéro 1 d'informations sur le Barça en français, le Blaugrana Podcast. Suivez-nous sur la chaîne SoundCloud du Cannes Football Club et interagissez avec nous sur Twitter dans le compte @BlaugranaPod. En provenance de Montréal, mesdames et messieurs, vos animateurs Michael Miller et Alec Avendano. Bienvenue à tous pour un nouvel épisode de la saison 2 du Blaugrana Podcast. Je m'appelle Alec Avendano et je suis en compagnie de mon collègue de toujours, Michael Miller. Comment ça va? Ça va bien, toi? En pleine forme, et Michael qui est en direct du Texas dans Austin et tu as eu la chance d'assister au match du Barça. Mais juste avant, j'oublie pas, tu avais des personnes à qui tu voulais passer un petit bonjour. Oui, effectivement. Premièrement, je voulais dire un gros merci à David Goud et à la Peña Barça Dallas pour leur formidable organisation des événements de cette semaine pour le match Barça-Roma et pour la conférence panaméricaine du FC Barcelona. Et aussi, je voudrais passer le bonjour à un jeune footballeur prometteur que j'ai rencontré ici au Texas, Donovan Shulman. C'est un jeune de 14 ans qui est vraiment un espoir du football du soccer nord-américain. Et Donovan s'est déjà entraîné en Allemagne. Il s'est déjà aussi entraîné avec Anderlecht en Belgique. Et compte tenu du fait qu'il a 14 ans et qu'il joue déjà en catégorie U16, je pense qu'on va entendre énormément parler de lui dans le futur. Donc, Donovan parle le français et il écoute notre podcast. Donc, Nice. Je le salue, lui et ses parents. Et merci également de m'avoir reçu avec autant d'hospitalité ici même au Texas. Wow, super ça. Donc j'ai déjà hâte de voir son but en pro et qu'il enlève son t-shirt et qu'il monte un signe Blaugrana Podcast et tout. Ça a de la fun. Et tu parlais aussi, t'as pas uniquement assisté au match du Barça, tu as aussi assisté, t'en parlais donc, à la conférence panaméricaine du Barça à Dallas. Pour ceux qui n'ont aucune idée c'est quoi en fait, est-ce que tu pourrais nous l'expliquer? Oui, effectivement. Donc, la conférence panaméricaine du FC Barcelona, c'est seulement la deuxième année que cet événement a eu lieu. L'année passée, l'événement avait eu lieu à New York, quand la première équipe avait également voyagé en Amérique du Nord. Cette année, on a été chanceux. C'est la deuxième année consécutive que la première équipe est venue nous rendre visite. Donc, on en a encore profité pour se rencontrer. Il y a eu des Peñas de Montréal, New York, Washington, Austin, Houston et Dallas qui étaient présentes à l'événement. Et il y a eu aussi 3 vice-présidents du FC Barcelona, 3 membres du conseil d'administration du FC Barcelona qui étaient présents, notamment Jordi Moix qui est responsable de Espai Barça, le nouveau Camp Nou. Il y avait aussi Jordi Ramon Vidal-Abarca et Émilie Rousseau, qui sont également des membres du conseil d'administration. Il y avait M. José Maria Barnils, qui est directeur de la commission sociale dans la zone internationale. Donc, il y a des gens très influents au FC Barcelona qui sont venus nous rendre visite, qui ont pris le temps de discuter avec nous et qui ont été, je dirais, très heureux de voir l'engouement et l'esprit Blaugrana qui existe en Amérique du Nord, en plus du potentiel de croissance qui existe ici de par le membership qui est
constamment en évolution et qui augmente constamment dans les peñas partout en Amérique du Nord. Donc, on a tous été très enthousiastes de participer à cette rencontre définitivement. Et je dirais le clou du spectacle, vraiment, c'était la visite de Luis Garcia, un ancien du Barça, formé à la Masia, qui a eu aussi une belle carrière, pas seulement avec le Barça, mais aussi avec d'autres clubs, notamment Atlético Madrid et Liverpool. Et on a eu la chance de le rencontrer. Et tous ces gens que je viens de citer ont été des gentlemen, ils ont été absolument sympathiques et charmants avec nous. Et c'est une expérience qui a été hyper positive et j'en garde un souvenir très, très, très positif. Très content d'entendre ça, Mike. Ça avait l'air vraiment super. En fait, très content en fait que tous les efforts que toi et d'autres présidents des Peñas font sont quand même pris en considération comme ça. Par ailleurs, il y a eu des articles même qui ont été écrits dans le site officiel du Football Club Barcelone et dans Sport aussi, qui est peut-être le site internet ou le média le plus important en Espagne qui parle de soccer et surtout du Barça. Effectivement, l'Europe a vraiment eu ses yeux tournés vers l'Amérique et pas seulement pour les matchs amicaux qui ont lieu dans le cadre de la International Champions Cup, mais aussi pour le mouvement des Peñas en Amérique du Nord. Et ça fait chaud au cœur de voir que, comme tu dis, tous les efforts qu'on fait sont récompensés, ne serait-ce que par la visite des gens influents, de l'attention médiatique. Ici, il y a quelques gens, incluant moi-même, qui ont eu la chance de passer des entrevues avec les médias européens, mais aussi avec les médias locaux. Et ils prennent le temps de prendre le pouls vraiment de nos activités ici. Et je pense que le consensus général ici, durant ces activités, que ce soit les médias ou que ce soit les exécutifs du club, et qu'ils sont absolument impressionnés de voir à quel point cette passion existe tant loin de Barcelone, tant loin de l'Europe. Et compte tenu des défis auxquels on fait face, des horaires des matchs, de la distribution à la télévision des fois qui n'est pas nécessairement évidente également. Et malgré tout ça, l'engouement non seulement existe, mais il est en constante évolution. Et on a vraiment fait en sorte que ces gens se sentent chez eux. Et comme je l'ai dit plus tôt, le crédit revient aux magnifiques gens de la Peña de Dallas. Absolument. Donc maintenant, passons au terrain. Tu as eu la chance de voir un match du Barça, de voir les nouvelles recrues, de voir le nouveau maillot, tout ça. C'était Barça contre l'AS Roma. Avant de parler peut-être du jeu, des joueurs, tu m'en avais beaucoup parlé là, via message texte, quoi que ce soit. C'était comment l'ambiance là-bas? L'ambiance était électrique. Il y avait quelque chose comme 55 000 personnes, si je me trompe pas, plus ou moins. Et si les caméras avaient été simplement rivées sur la foule, hormis les couleurs, on se serait cru dans un match des Cowboys de Dallas. On était en fait dans le stade des Cowboys, le Cowboy Stadium, et il y avait du bruit tout le long du match. Il y avait des chansons, il y avait des drapeaux, il y avait des maillots partout. Et franchement, il n'y avait pas beaucoup de supporters de la Roma hier. Hier, à Dallas, on était vraiment, je dirais, autant la maison du Barça que le Camp Nou lui-même. Et c'était vraiment unique de voir cette ambiance. J'ai déjà été au Camp Nou, j'ai déjà vu des matchs du Barça à Barcelone. Et je pourrais dire que l'ambiance qui avait eu lieu ici même au Texas avait rien à envier à l'ambiance du Camp Nou. Ouais. Super, c'est même tu me disais que tu avais même perdu ta voix durant ce match-là. Donc quand même un match très, très intéressant. Ouais, le Barça menait 2-1 à la 77e minute. C'est évidemment donc les tournées
pré-saison post-Coupe du Monde. Donc, il me manquait quand même des titulaires. Je vais quand même redonner le 11 partant pour situer les auditeurs. Donc, dans les buts, on avait Silicen, une défense à 4 composée de Nelson Semendo, Marlon Santos, Clément Langlais, la nouvelle recrue, Marc Cucurella à la gauche avec une ressemblance à Marcelo, selon certaines photos sur Internet. On avait la nouvelle recrue aussi Arthur, qui a impressionné durant ces 2 matchs-là, contre la Roma et celui d'avant contre Tottenham. Rafinha, de retour de près de l'Inter. Sergio Roberto, enfin au milieu de terrain. Mounir en attaque. Vidal en attaque. Et Malcolm, la nouvelle recrue, piqué à la Roma, justement. En prenant compte de ce 11-là, de ce que tu as vu, pour peut-être la première partie du match, on va revenir, il y a eu beaucoup de changements, bien évidemment. Tu en as pensé quoi des joueurs en général? Est-ce que tu as eu des coups de cœur? Ou... Oui, j'ai eu quelques coups de cœur. Premièrement, j'aimerais dire que Sergi Roberto, au poste de milieu central défensif, il est vraiment confortable, comme que je l'ai rarement vu. Oui, il performe bien qu'il joue à arrière droit. J'ai même souvent dit qu'il aurait peut-être devenu arrière droit, dû au fait qu'il avait passé tant de temps cette position. Mais hier, quand je l'ai vu au poste de milieu central défensif, c'était vraiment lui le boss. C'était vraiment lui le métronome de l'équipe. Il était sur toutes les transitions. Il y a même eu une passe décisive sur le premier but du match, le but de Rafinha, où Rafinha avait seulement vraiment rédigé le ballon, mais c'était un effort, une belle course et une passe parfaite de Sergi Roberto. Donc, pour moi, c'est sûr que ça commençait par lui. Sinon, un autre coup de cœur que j'ai eu vraiment, c'était Arthur. Toutes ses passes sont réussies. J'ai l'impression qu'Arthur décide où il va passer le ballon avant même que le ballon arrive dans ses pieds. Il reçoit une passe et il sait déjà qu'est-ce qu'il va faire avec. C'est absolument impressionnant de voir l'aisance avec laquelle il joue, surtout compte tenu du fait qu'il n'y a aucune expérience en Europe. Il n'a jamais joué avec ces joueurs-là. Et compte tenu du fait qu'il n'a jamais été sélectionné avec le Brésil, on peut même pas dire qu'il y a des coéquipiers là-dedans avec qui il a joué dans les catégories espoirs. Bon, peut-être Malcolm, mais à part ça, c'est tout. Donc, j'ai été beaucoup impressionné par Arthur également. Sinon, la charnière centrale, Marlon et Langlais, je les ai trouvés solides, je les ai trouvés propres. Aucune prise de risque inutile. Toutes les sorties sont faites de façon efficace. Aucune perte de ballon. Et franchement, ce coup-ci, je sais que on a pour l'instant 6 défenseurs centraux, si on inclut Yerimina. Vermaelen, c'est sa dernière année de contrat. Et on ne sait pas trop si on va pouvoir compter sur lui sur une saison entière. J'ai envie de garder Marlon et vraiment de lui donner une chance. Non, je suis d'accord avec toi. Comme tu l'as dit, Vermaelen, après, oui, il peut nous aider, mais le truc, c'est que c'est trop un gros si, en fait. C'est si il se blesse pas, mais il se blesse tout le temps. On l'a dit et redit. Je pense qu'effectivement, donner une chance à un jeune comme Malcolm pourrait être, comme Marlon pourrait être très intéressant. Justement, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est peut-être l'offensive de ce Barça sur le but de Rafinha. C'est un très bel échange là, entre Malcolm, Mounir et finalement Rafinha à la finition. Mounir et Rafinha, c'est 2 joueurs qu'on pensait sur le départ. Ils ont fait des bons matchs en pré-saison. Est-ce que tu penses que finalement, on va les garder? Moi, je ferais une place pour Rafinha. Je ferais une place pour Rafinha parce que, bon, on en parle beaucoup depuis les dernières semaines. Là, les 3 options qu'on a comme milieu offensif, si on décide de recruter, c'était Frankie de Jong, Miralem Pjanic et Thiago. Et au moment où on se parle, il ne semble pas vraiment... On va en revenir plus loin là, quand on va faire les infos de la semaine, mais il n'y a rien qui me permet de croire que un de ces 3 joueurs-là va se faire. Si aucun de ces joueurs-là s'emmène au Barça,
je pense qu'un retour de Rafinha, ce serait une option viable parce que, bon, il connaît déjà la maison, il a été formé au Barça, il a joué au Barça pendant plusieurs années. Quand il est en santé, il performe toujours bien. Mhm. Le problème avec lui, c'est vraiment justement ça, c'est le fait qu'il se blesse souvent. Mais je commencerai la saison avec Rafinha. Pour ce qui est de Mounir, je remarque quelque chose d'intéressant. Paco Alcácer ne joue pas les Mhm. matchs amicaux. Est-ce que Valverde a décidé de miser sur Mounir? On le saura lors des prochaines semaines. Mais Mounir a eu quand même 2 saisons, et je m'excuse encore pour ma voix, a eu 2 saisons qui étaient correctes, où il était vraiment Mhm. numéro 9 titulaire avec Valencia et avec Alaves. Ouais. Et peut-être qu'il est rendu à un stade de son développement où il pourrait justement seconder un Luis Suarez qui est de plus en plus vieillissant. Et de toute façon, on a tellement d'options à l'attaque que Monet n'aurait pas vraiment le fardeau de seconder Luis Suarez. Mhm. Il serait peut-être utilisé occasionnellement, dépendamment des besoins, mais on a tellement une attaque riche maintenant qu'on pourrait même faire jouer, euh, je donne un exemple comme ça, là, Dembélé, Malcolm et Messi en avant. Ouais. Et ce serait quand même une attaque solide. On n'est plus obligé de faire du poste pour poste, Mhm. comme qu'on faisait avec Paco Alcacer. Mhm. Donc, moi, je tenterais le coup avec Mounir, mais d'un autre côté, ça me brise un peu le cœur pour Paco Alcacer. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, Paco, c'est peut-être un rendez-vous raté avec le Barça. Selon les dernières rumeurs, là, on parlait de Leicester City ou de Everton qui avait autour d'un 27 à 30 millions d'euros. Ce serait quand même une belle vente, je crois, pour le Barça. Surtout, j'ai l'impression, moi, Mounir, je le vois un peu comme Pedro à l'époque. Donc, un gars qui peut jouer de neuf, qui peut jouer à gauche, à droite, qui peut se déplacer selon les mouvements d'un Lionel Messi, par exemple. Donc, je l'aurais peut-être plus volubile, plus polyvalent. Et la polyvalence, là, c'est quelque chose qui plaît beaucoup à Ernesto Valverde. Donc, je pense que ça va jouer également. Donc, le Barça, encore une fois, menait 2-1 à la 77e minute, oui. Et s'est écroulé pour perdre 4-2 contre la Roma. Qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, je voulais juste souligner la frappe foudroyante de Malcolm. Je pense qu'elle Hmm. mérite d'être mentionnée. Mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est que la Roma se sont présentés à Dallas avec leur équipe type et ils ont gardé leur équipe type pendant la plupart du match. Et même quand ils ont fait leur changement, ça a été vraiment graduel. Hmm. Le Barça s'est présenté déjà avec une équipe de remplaçants et à la 45e minute, ou un peu après, ben on s'est retrouvé avec le Barça B sur le terrain, euh, excluant peut-être Céline qui a joué les 90 minutes. Ouais. Mais on s'est retrouvé avec le Barça B, puis je dis Barça B pour être gentil, mais en réalité, c'était l'équipe Juvenile A 2017-2018. Ouais. Donc, quand tu as une équipe Juvenile A 2017-2018 qui fait face à l'AS Roma qui était là à 100% parce qu'il y avait très peu d'internationaux à la Coupe du Monde, déjà tous les Italiens n'étaient pas à la Coupe du Monde. Dzeko est bosniaque, donc lui-même n'était pas à la Coupe du Monde non plus. Justin Kluivert est hollandais, donc on peut dire la même chose de lui. Donc il y avait une équipe complète. Et ça a paru, je veux dire, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Hmm. Et bon, je veux pas critiquer les jeunes, parce que, tu sais, c'est quand même pas le même niveau. Ouais. Mais moi, qu'est-ce que j'aurais aimé voir, c'est vraiment le Barça traiter ce match ou traiter cette tournée nord-américaine Mhm. comme si c'était des matchs compétitifs. Avoir la meilleure équipe possible 90 minutes, peut-être essayer deux, trois trucs pour des fins d'évaluation à partir de la 80e minute. Mais, tu sais, puis c'est la même chose aussi qui s'est passé au match contre Tottenham. Euh, En arrière de ma tête, je pense à Sevilla qui est déjà en train de jouer des matchs compétitifs.
qui est déjà en ronde de qualification pour la Ligue Europa. Aujourd'hui, on est le 1er août. Le août, si vous êtes européen. Donc, dans une dizaine de jours, il y a la Supercopa. Et ce sera le premier match où toute l'équipe A va être complète et pourra jouer ensemble. Donc, nos joueurs reviennent de vacances et ils jouent déjà une finale pour un trophée. Moi, je trouve ça inquiétant. Et c'est pour ça que je veux parler de ça plus que de la deuxième mi-temps en tant que telle, parce que, oui, j'ai relevé certaines choses positives. Passe formidable de Riqui Puig à Abel Ruiz, qui malheureusement n'a pas été opportuniste pendant ce match. Plusieurs spectaculaires de Balou, vraiment impressionnant sur l'aile gauche, mais qui fait peut-être la touche de trop, qui fait qu'il peut pas tirer. Il y a eu, je pense, un tir non cadré et une passe clé à Abel Ruiz qui n'a pas pu faire grand-chose, mais tu sais, c'est trop facile d'essayer d'évaluer un jeune talent dans cette situation-là parce que tous ces joueurs-là en deuxième mi-temps, ils jouaient hors de niveau. Donc, j'ai envie de continuer à garder un œil sur eux et à vraiment les regarder évoluer au cours de leur saison en Segunda B avec le Barça B. Mais j'ai vu quelques choses que j'ai... Le poste clé, franchement, durant cette tournée nord-américaine, c'est le poste d'arrière gauche. Parce que Cucurella et Juan Mila compétitionnent pour le poste à l'Ocadie. Absolument. Et justement, dans ces matchs de pré-saison-là, je vais toujours me rappeler où Guardiola disait que c'est plus des matchs pour le show, des matchs pour de la publicité, des matchs marketing, que des vrais matchs de préparation. On a vu même cette pré-saison-là de José Mourinho se plaindre et dire comme oui, c'est le fun d'avoir des jeunes et tout, mais ils vont pas jouer cette année. Est-ce que tu penses que le Barça aussi fait peut-être une erreur en fait, avec cette pré-saison-là? Comme tu dis, le premier match officiel, ça va être en Supercoupe. Et l'année passée, contre le Real Madrid, c'était la même chose. Et on s'est pris deux claques. Donc, est-ce que le Barça devrait peut-être revoir cette façon de faire leur pré-saison? D'après moi, oui. D'après moi, ces matchs-là devraient vraiment être utilisés comme des matchs compétitifs. 90 minutes avec une équipe type et peut-être quelques essais. Mais seulement quelques essais. Donc, je sais que c'est bénéfique pour les jeunes du Barça B, les jeunes espoirs, de passer du temps avec l'équipe A, de s'entraîner avec l'équipe A. Mais à la fin de la journée, il n'y a aucun de ces jeunes qui a du temps de jeu avec l'équipe A. L'équipe Puig n'a pas joué avec Sergi Roberto, par exemple, ou il n'a pas joué avec Rafinha non plus. Et justement, en fait, deux peut-être mauvaises nouvelles dans cette pré-saison-là, dont une en particulier, les blessures de Denis Suarez et de André Gomez. Donc surtout, André Gomez, en fait, parce que, c'est un secret de Polichinelle, le club veut le vendre. Le club avait des offres de 30 millions, on voulait peut-être chercher quelque chose comme 40 millions. Et finalement, il se blesse pour 2 mois. La fenêtre des transferts en Angleterre ferme dans 7 jours. Est-ce que le Barça aurait peut-être dû accepter les offres même à la baisse des clubs il y a quelques jours? Le cas Gomez, c'est vraiment intéressant. Moi, je pense que si on veut en arrière, il y a 1 an, on aurait dû accepter des offres pour lui. Il y avait Tottenham puis il y avait West Ham à la dernière journée du mercato anglais qui a fait des offres. Si je me souviens bien, c'était 20 ou 25 millions. Le Barça voulait absolument 30 ou 35. Donc, on a fini par le garder. C'est toujours difficile quand on essaie de vendre un joueur prix qui est en deçà de qu'est-ce qu'on s'attend. Mais d'un autre côté, c'est quoi l'alternative? Le payer 1 année de plus pour pas vraiment l'utiliser?
Moi, je pense que rendu à ce stade-ci, il y a Arsenal, comme tu as dit, qui nous ont fait une offre qui était intéressante. Je pense que c'était comme 30 millions. On aurait dû juste le vendre immédiatement. Et là, on se retrouve dans une situation où est-ce que quand il va revenir en santé, le mercato anglais va déjà être terminé. D'ailleurs, le mercato anglais termine en 8 jours. Hmm. Pour ce qui est de Denis Suarez, moi, j'aurais aimé le garder de toute façon. Ouais. J'aime Suarez. Et bon, malgré que je pense que cette saison, c'est vraiment sa dernière chance. Avec les blessures en pré-saison comme ça, c'est sûr que ça se complique. Mais d'un autre côté, ces joueurs-là étaient supposés être au sommet de leur forme. Je veux pas les blâmer pour leurs blessures ou quoi que ce soit. Donc oui, Mike, aussi concernant les infos, donc l'effectif du FC Barcelone n'est pas complet, ce n'est pas l'effectif final qu'on va voir au début de l'année. Par exemple, donc déjà, je vais te donner 3 nouvelles, on va réagir aux 3 nouvelles ensuite. Donc Douglas, le défenseur droit brésilien, est prêté à Sivasspor après jusqu'à 2019 et la fin de son contrat, donc c'est la fin pour Douglas au FC Barcelone. On a vendu Lucas Digne à Everton, 20 millions plus 1,5 de variables, j'imagine. Et de Emina, il y aurait une rumeur, en fait, que finalement, ça serait Manchester United, quand même, qui aurait été séduit par sa Coupe du Monde et qui offrirait jusqu'à 38 millions d'euros. Donc, déjà, comment tu réagis à ces 3 nouvelles? Douglas, je vais réagir très rapidement. Ça a été un mauvais achat. On l'a vu quand ça a été fait. Il n'a jamais rien apporté au Barça et maintenant il va terminer la 5e année de son contrat en Turquie. Une autre grave erreur de recrutement qui arrive à sa fin. Donc bonne chance à lui. Hmm. Sinon pour Digne, Digne, j'ai un pincement au cœur par rapport à Digne parce que c'est vraiment un garçon hyper sympathique sur le point de vue personnel. Le souvenir que j'aurai de lui est extra sportif dans le fond. Mm-hmm. C'est quand il y a eu les attentats de Barcelone et il s'est présenté lui-même à la Rambla pour offrir des bouteilles d'eau aux gens sur place qui étaient victimes de l'attentat de Barcelone pendant l'été 2017. Donc pour ça, j'aurais toujours de la gratitude envers lui. Je serais toujours reconnaissant envers lui. D'un point de vue sportif, ça a plus ou moins fonctionné. Il nous a donné des bonnes performances et d'autres un peu bonnes. Mais c'est un garçon phénoménal et je souhaite qu'il retrouve du succès en Angleterre avec Everton. Absolument, c'est vrai qu'on lui souhaite le meilleur, donc à Lucas Digne. Un transfert, en fait, qui implique encore la Roma et le Barça, c'est celui de Justin Kluivert, qui finalement a choisi de rejoindre le club italien. Et en fait, tu m'avais dit que son père avait une explication de pourquoi il avait conseillé son fils d'aller à la Roma au lieu du Barça où lui-même avait joué. Effectivement, Patrick Kluivert a donné une entrevue récemment à ESPN et quand Justin lui a demandé conseil, il lui a dit que le Barça, c'était peut-être une marche un peu trop haute pour lui au moment présent et que ce serait mieux pour lui de poursuivre son développement à la Roma où il pourrait jouer dans un championnat compétitif avec une équipe où il aurait la chance d'être titulaire et peut-être faire quelques années là-bas pour pouvoir ensuite aspirer à un poste avec le Barça dans un futur proche. Personnellement, je pense que c'est une sage approche. On sait que Patrick Kluivert il a eu une carrière phénoménale avec plusieurs grands clubs, Ajax, Arsenal, le Barça et Newcastle à une époque où Newcastle était vraiment un club incroyable en Première Ligue. Donc, Patrick Kluivert est habitué à ce genre de transfert et je pense que quand on se met dans les pieds d'un père qui veut conseiller son fils, il lui a donné le meilleur conseil possible.
Maintenant, c'est sûr que moi, personnellement, j'aurais préféré voir Justin Kluivert venir au Barça parce que c'est un joueur que j'adore. Ouais. Mais je peux comprendre pourquoi cette décision a été prise. Puis je lui souhaite vraiment justement de s'épanouir et d'atteindre son plein potentiel pour qu'un jour il puisse joindre le Barça. Absolument, absolument. Un autre des joueurs que tu apprécies beaucoup, De Jong de l'Ajax d'Amsterdam, il y a encore des rumeurs sur sa possible arrivée au Barça. Oui, moi, qu'est-ce que j'ai entendu récemment dans les médias européens, c'est que l'Ajax, qui a quand même perdu quelques joueurs et qui pourrait en perdre encore d'autres cet été, voudrait faire un gel de ses ventes avant de pouvoir faire les rondes de qualification pour la Champions League, au moins s'assurer de se qualifier pour la phase de groupe, ce qui pourrait leur garantir 6 matchs de Champions League avec les droits télé que ça peut engendrer, avec les ventes de billets que ça peut engendrer. Mhm. On sait que l'Ajax, c'est un club qui vit des ventes de joueurs, malheureusement, depuis plusieurs années. Donc, avec des revenus télé supplémentaires, il pourrait peut-être espérer d'être plus actif dans les prochains mercatos et peut-être même prolonger certains de leurs joueurs. Mm. Donc, ça veut pas qu'ils ne seraient pas prêts à vendre Frankie de Jong cette année, mais ils veulent vraiment attendre au moins de s'assurer de se qualifier avant de pouvoir conclure toute opération possible. Absolument. Ça fait du sens aussi de leur côté. Sinon, si on peut reprendre ton fameux club des ex, Andrés Iniesta a fait ses débuts avec un autre maillot sur le dos. Donc, celui de Vissel Kobe, son club au Japon. Et tu as vu les vidéos comme moi. Il a rien perdu, Iniesta. Non, il n'a rien perdu, puis ça fait mal parce que il aurait pu rester quand même une année de plus ou deux. Ouais, absolument. J'ai des difficultés à regarder ça. Pour de vrai, je l'ai vu une fois et après, je me suis dit vraiment pourquoi que je me fais ça? Pourquoi que je me torture quand dans le fond, il est effectivement parti et il fait partie du maintenant. Mais bon, si je peux souhaiter une chose à Andrés Iniesta, j'aimerais qu'il gagne des titres avec son nouveau club. J'aimerais beaucoup qu'il gagne le championnat japonais et pourquoi pas la Champions League asiatique pour se retrouver en Coupe du monde des clubs au prochain temps des... Absolument, et c'est vrai, ouais, comme toi, entre l'admiration devant ces joueurs, c'était très bizarre de le voir avec d'autres couleurs, avec un autre club. Enfin bref, évidemment, on lui souhaite tout le meilleur du monde après tout ce qu'il nous a apporté. Une autre nouvelle aussi, c'est la retraite de Rafael Marquez, ancien joueur du Barça avec lequel il a gagné des Ligues des Champions, des Ligas, des Copa del Rey. Un peu dans l'anonymat. Ça fait quand même assez longtemps qu'il jouait au Mexique ou qu'il est allé même en Italie à Vérone sans vraiment faire du bruit. Mais Rafael Marquez, c'est quand même enfin un joueur très important dans l'histoire du FC Barcelone. Effectivement, moi je me rappelle tout plus récemment, disons, une période où est-ce que on avait Milito, Puyol, Piqué et Marquez comme défenseurs centraux. Et cette période-là est vraiment spéciale pour moi parce que quand je regarde la défense qu'on a aujourd'hui, j'essaie toujours de me référer à cette époque où on pouvait mettre n'importe quel défenseur central sur le terrain et être serein et être en paix. Et cette sérénité et cette paix, ce calme, pour moi, elle était vraiment incarnée en la personne de Rafa Marquez. C'était un leader sur le terrain, mais il était tellement élégant et il avait tellement de classe et tellement d'assurance avec le ballon à ses pieds. Pour moi, c'est le prototype de ce qu'un défenseur central doit être au Barça. Non, absolument. Je
pourrais Et pas mieux le décrire que toi. j'espère vraiment qu'on va le revoir peut-être dans les médias, soit mexicains ou américains. Je sais pas c'est quoi ses ambitions, mais j'ai envie, j'ai envie d'entendre cet homme parler football. Un grand cerveau du football, trop estimé par nos contemporains, disons. Hmm. Mais j'espère qu'il va avoir de tribune où il va pouvoir partager ses idées. Absolument, et Rafael Marquez, pour le suivre, en fait beaucoup en sélection, surtout, où ça a été lui le leader là, dans les dernières décennies. Là. Il a joué sa 5e Coupe du Monde en Russie. C'est quelqu'un qui parle énormément sur le terrain, qui replace tactiquement. C'est un peu le coach, le relais du coach sur un terrain, donc ça ne m'étonnerait pas de le voir dans un staff ou même comme entraîneur dans plusieurs années. Mais on espère le revoir, le Rafael Marquez, évidemment. Une autre nouvelle officielle, le 12 août, ça va être la Supercopa d'Espagne et ça va être à Tanger, au Maroc. Et ça va être seulement sur un match, donc un changement cette année pour la Ligue espagnole. Mais premièrement, j'aimerais passer le bonjour à nos amis marocains qui nous écoutent, que ce soit à Casablanca, à Rabat, à Kenitra, à Tanger, à Tétouan et à toutes les autres magnifiques régions du Maroc. Et j'espère qu'il y aura une très très forte délégation des Peñas marocaines qui vont faire le déplacement à la Supercopa. Maintenant que j'ai mentionné ça, bon, comme que j'ai glissé un mot un peu plus tôt dans l'émission par rapport à ça, moi je suis inquiet par rapport au fait que Sevilla sont déjà en mode compétition au moment où on se parle. Et la première équipe, c'est même pas réunie encore. Ouais. Je suis pas inquiet par le fait que ça se joue au Maroc. Surtout pas pour le Barça, parce que le Barça va être à la maison au Maroc. De la même façon que le Barça est à la maison ici en Amérique du Nord, le Barça est à la maison au Maroc. D'ailleurs, le Barça est à la maison partout où il va, parce que il n'y a pas d'équipe au monde qui a plus de supporters à l'extérieur de sa propre ville que le Barça. Vraiment, d'un point de vue sportif, que je suis inquiet. Parce que Sevilla, c'est peut-être leur seule chance de gagner un trophée cette année. Un peu à l'image d'Athletic Bilbao 2015. Je pense que Sevilla va venir avec l'envie et avec la motivation de gagner ce trophée. Maintenant, c'est sûr qu'on a un effectif de grande qualité qui peut battre ce club. Je les prendrai pas de haut, mais pas du tout. Absolument. Absolument, ça va être... En fait, j'ai déjà hâte. On aura fait les matchs officiels. Sinon, des nouvelles en rafale quand même. Ortola, le gardien du FC Barcelone B, surtout, est prêté au Deportivo. Donc, plus de minutes pour Ortola. Adrian, de son prénom. Et aussi une perle de la Masia qui quitte encore une fois vers l'étranger. Pablo Moreno à la Juventus pour 700 000 €. Une somme quand même qui peut sembler dérisoire là, pour un joueur de 16 ans qui compte plus de 200 buts marqués avec la Masia. Oui, cette perte-là va nous faire mal à long terme parce que c'est vraiment une pépite dans laquelle on mise énormément. Mais d'un autre côté, on peut pas non plus forcer ces joueurs-là de Malheureusement, il y a d'autres clubs européens qui offrent des plus grands salaires à nos jeunes et nos jeunes sont de moins en moins patients. On utilise souvent les exemples comme Sergio Busquets, comme Sergi Roberto, comme Xavi, Iniesta, des exemples de patience et de persévérance qui ont finalement pu s'imposer et avoir énormément de succès avec l'équipe en sortant de la marque. Mais je pense que c'est une époque qui est révolue maintenant. Les joueurs ont moins de loyauté envers les clubs ont moins de loyauté envers les joueurs. Donc, les joueurs pensent à leur carrière
au détriment de leurs propres rêves même. Donc, bon. John de la Masia, je lui souhaite bonne chance. Ouais. Mais encore une fois, je vais le répéter encore une fois, comme que je l'avais dit pour Robert Navarro, j'espère que tu n'auras pas un autre épisode comme celle de Jordi Mbula, où est-ce que le jeune part en ayant l'impression d'avoir un meilleur avenir et que ça finit un peu en queue de poisson. Absolument. Et aussi 2 offres du FC Séville pour une, donc la première pour Monir, un montant qui n'a pas été dévoilé évidemment, et l'autre pour Aleix Vidal, donc 8 millions plus 2 de variables. Donc un possible retour pour Vidal qui n'a jamais vraiment réussi à trouver sa place au Barça. Là, il a joué ailier, défenseur droit, milieu droit, sans jamais vraiment convaincre. Effectivement, mais pour être juste, il a quand même été blessé gravement à quelques reprises. Et qu'est-ce que sa carrière au Barça aurait été s'il n'avait pas été aussi souvent blessé? On le saura possiblement jamais. Mais quand même, un autre chic type avec une très belle personnalité. Qui se plaint jamais aux médias, qui se plaint jamais dans les médias sociaux non plus, et qui semble avoir un excellent esprit d'équipe. Donc, s'il peut retrouver le succès qu'il a déjà eu dans le passé, on rappelle qu'il était international espagnol avant de venir au Barça. Donc, si un retour à Sevilla peut le relancer, ben meilleure chance à lui. Absolument. Et on doit parler de la saga Malcolm, qui est signé finalement pour 41 millions plus 1 de variables au Barça, clause de 180 millions, mais c'est surtout le fait qu'un accord avait été trouvé avec l'AS Roma de 35 millions. Les supporters attendaient Malcolm à l'aéroport romain, et quelques minutes avant tout ça, quelques heures, le Barça arrive, fait tout capoter la chose, offre 41 millions. Malcolm, évidemment, on peut le comprendre quand même, il choisit le FC Barcelone. Qu'est-ce que tu en as pensé en fait de toute cette saga-là? Moi, je pense que c'est un problème qui existe entre l'AS Roma et les Girondins de Bordeaux. Et c'est à eux de régler ça entre eux. Le Barça a fait son mercato. Oui, c'est quand même audacieux de la part du Barça de venir faire une offre à la toute dernière minute. Mais les Girondins de Bordeaux auraient pu simplement informer le Barça qu'il était trop tard. Mais à la place de faire ça, ils ont décidé de accepter l'offre du Barça. Et je pense que maintenant, on est dans une période où est-ce que les affaires se font de façon de plus en plus agressive. L'année passée, on a été victime de ça. Cette année, c'est un peu le contraire. Mais si on regarde la communication qui a été faite par l'AS Roma dans les semaines qui viennent de passer, incluant par Monchi lui-même, il blâme beaucoup plus Bordeaux que le Barça, mais ils ont quand même une petite dent envers le Barça d'un point de vue, disons, plus règle non écrite. Non, mais le Barça n'a rien fait d'illégal et n'a rien fait d'illégitime. Les Girondins de Bordeaux, d'un autre côté, je pense que ils vont recevoir un petit coup de fil des avocats de l'AS. Mais ça nous regarde pas. C'est vrai que c'est surtout plate comme situation quand on se met à la place des supporters romains, de la direction romaine, qui avait le joueur, qui avait trouvé un accord avec ce joueur-là. Et qui, à la dernière seconde, se le voit piqué presque par une autre équipe. Mais bon, Malcolm est au Barça, et ça jusqu'en 2023. 2 autres nouvelles qui impactent le Barça, une directement et l'autre peut-être un petit peu plus indirectement. La première, c'est le fameux trophée de Best de la FIFA.
Messi est nominé comme meilleur joueur de l'année et Valverde comme entraîneur de l'année. On va commencer par cette nouvelle-là. Est-ce que tu penses qu'un des deux Blaugrana a des chances de le remporter? Entraîneur de l'année, en toute honnêteté, sans être nécessairement d'accord, mais sans la façon dont la FIFA prend ses décisions, ça va vraiment être entre Didier Deschamps et Zinedine Zidane. Mais d'un point de vue plus personnel, je pense que Valverde mérite toute notre reconnaissance parce que c'est pas facile de chercher un doublé, surtout à une année recrue et surtout à une année où on a perdu un joueur de la trempe de Neymar. Donc, moi, je pense qu'il mérite, mais malheureusement, je pense pas qu'il va l'avoir. C'est vrai, tu amènes un bon point. J'avais pas vraiment pensé. Aussi, il faut savoir que Valverde gagne la Liga assez facilement et que Zidane, oui, il gagne 3 Ligues des Champions de suite, mais ce trophée-là récompense sur une saison. Et Zidane est fini 3e en Liga, je pense 15 points derrière le Barça. Donc, ce serait surprenant. Après, moi, je vois plus un Didier Deschamps. C'est une année de Coupe du Monde. Il l'a remporté avec avec des arguments sur papier très intéressants. C'est la meilleure attaque, etc., etc. Donc, je pense que oui, effectivement, ça va aller à Didier Deschamps. Mais sinon, pour Messi, en fait, moi, pour le joueur de l'année, que ce soit le Ballon d'Or ou le The Best, j'ai assez de la difficulté à voir un joueur ressortir sur la dernière année, même si, selon moi, Messi a été le meilleur au monde. Moi, je peux dire qu'il y a de vraiment très bonnes chances de le remporter. Encore une fois, plutôt logique FIFA que logique personnelle. Je pense que ça va être Luka Modric qui va remporter cette année. Étant donné que, bon, il y a un parcours européen qui était quand même très bon, une Ligue des Champions gagnée, une Coupe du Monde phénoménale, perdue en finale. Et c'est sûr que la Liga, c'était un peu moins compétitif, mais je pense que ces arguments-là vont faire pencher la balance de son côté à lui. Personnellement, par contre, Messi a quand même été dominant en Liga. Des statistiques incroyables, souliers d'or européens. Euh, mais qu'est-ce qui va faire mal à Messi? C'est l'élimination en huitième de finale à la Coupe du Monde et l'élimination en quart de finale en Ligue des Champions. Je pense que ces deux choses, malheureusement, ne pardonneront pas cette année. Du point de vue, encore une fois, des gens qui ont le droit de vote dans ce type d'honneur. Donc, à voir pour les trophées individuels. Maintenant, peut-être un peu plus indirectement, Thierry Henry, ex-joueur du FC Barcelone, serait entraîneur ou manager, plutôt à l'anglaise, de Aston Villa. Si je ne me trompe pas, sont en Division 2. Donc, déjà, est-ce que ça te surprend de le voir associé avec ce genre d'équipe-là, avec tout le respect, bien évidemment, quand on voit des Zidane partir avec le Real Madrid, même des Deschamps à l'époque là, qui était en Division 2 avec la Juventus, mais quand même la Juventus, il a commencé à Monaco. Est-ce que Thierry Henry, ça te surprend qu'il aille en deuxième division, si jamais il va, bien évidemment? Non, pas du tout. Même au contraire, je me demande si c'est pas un trop grand challenge pour lui parce que Aston Villa, c'est un énorme club en Angleterre. Il faut pas oublier l'histoire de ce club. Et pas plus tard que la saison qui vient de se terminer, Aston Villa manque sa remontée en Première Ligue vraiment à la dernière minute possible. Ils ont perdu leur barrage pour tenter de remonter. Donc, c'est un grand défi qui l'attendrait. Il n'y a rien qui a été annoncé officiellement, mais le bruit court vraiment énormément en Angleterre au moment où on se parle. Ce club veut vraiment revenir en Première Ligue. Et moi, je dirais même que ce club a sa place en Première Ligue. Donc, c'est vraiment un défi de taille pour lui. Et je me demande vraiment si ce serait pas mieux pour lui de prendre un poste d'assistant entraîneur
avec Ouais. un club de Première Ligue ou bien avec un club de Championship, s'il veut vraiment rester en Angleterre. Mais de vraiment prendre les rênes d'un club et un club énorme comme Aston Villa, je dirais pas que je suis inquiet, mais ça me laisse perplexe. C'est vrai. Absolument hâte de voir la suite. En tout cas, il aurait même été contacté par la sélection égyptienne. Donc, bon, c'est sûr que les portes ne vont pas manquer à quelqu'un comme Thierry Henry. Accorde, est-ce que tu aurais peut-être un mot de la fin? Un mot de la fin, bon, ben, puisque je suis aux États-Unis et que je passe beaucoup de temps avec mes amis américains depuis quelques jours, je voudrais également passer le bonjour à la Peña de Los Angeles qui a fait un excellent travail dans les activités qui ont été organisées pour le match du FC Barcelona féminin contre le SoCal FC et également le FC Barcelona contre Tottenham au Rose Bowl. Il y a eu plus de 300 membres de la Peña de Los Angeles qui ont participé à ces événements. Je voudrais aussi passer le bonjour à mes amis de la Peña de San Francisco qui ont organisé des activités pour le match à venir le 4 août contre l'AC Milan qui aura lieu au Levi's Stadium à San Francisco. Donc, comme vous voyez en Amérique du Nord, quand le Barça vient nous rendre visite, on prend soin d'eux et, et on les fait sentir à la maison. Et ça fait 2 années de suite qu'ils viennent. J'espère qu'ils vont pouvoir revenir, si c'est pas l'année prochaine, l'année d'après. Mais le Barça est toujours bienvenu en Amérique du Nord et il y aura toujours des gens pour s'occuper d'eux